Bonjour, bienvenue donc pour la suite de cette vidéo sur la postérité d'Alexandre le Grand. Donc là, on va étudier la période de l'époque moderne et ensuite spécifiquement le siècle des Lumières, donc jusqu'à la fin du XVIIe. Évidemment, à la suite du roman d'Alexandre, Alexandre reste donc dans toute l'Europe le modèle du roi chevalier. Il bénéficie d'une forme de sanctification auprès des papes, notamment voilà au milieu du XVIe, le pape Paul III, en fait, avait pour nom de baptême Alexandre Farnèse. Ça montre la popularité évidemment du personnage. Donc il va faire battre des monnaies à l'effigie du roi, qui donc sur ces médailles, on voit il se prosterne devant le grand prêtre de Jérusalem. Ça fait partie de la légende d'Alexandre. On ne sait pas si c'est un fait complètement historique. Et donc ce Paul III là, donc l'ancien Alexandre Farnèse, il fait aussi décorer le château Saint-Ange, donc à Rome, avec des œuvres d'art inspirées de la vie du conquérant. Alors évidemment, le grand roi qui va nous occuper, c'est Louis XIV. Alors d'emblée, on verra qu'il va évoluer au fil de son règne, voilà, par rapport en général à l'inspiration qu'il a de l'Antiquité. Donc au début de son règne, voilà, il a beaucoup d'admiration pour Alexandre. C'est pas le seul, le grand Condé aussi qui se réfère à Alexandre depuis son éclatante victoire donc à Rocroi contre les Espagnols. Et le traité donc des Pyrénées de 1659, donc qui assure la paix entre la France et l'Espagne, est vu à l'époque, donc par les contemporains, comme un acte de bienveillance, un peu comme Alexandre pouvait faire avec les vaincus, donc les Perses. Donc un autre domaine, enfin toujours dans Louis XIV, mais voilà, Jean Racine, lui, il va réaliser donc une tragédie, Alexandre le Grand, donc jouée par la troupe de Molière en 1665. On en avait parlé avec la légende de la reine Cléophis, qui revient fils d'Alexandre. Et au départ, donc, dans sa jeunesse, Louis XIV voilà, est inspiré par sa lecture de Quint de Kurs en latin, et donc il va commander à Charles le Brun toute une série de peintures à la gloire du souverain macédonien. Donc il y a tout un cycle, notamment des batailles donc, au château de Versailles. À voir aussi qu'à l'entrée triomphale, donc un tableau sur l'entrée triomphale d'Alexandre à Babylone, où d'ailleurs Alexandre a les traits de Louis XIV. Et au fil des années, voilà, Louis XIV va évoluer dans son rapport à la religion notamment, et à partir des années 1670, il va commencer à s'éloigner de cette figure païenne, on dira, qui jugeait prompte à la colère, à la débauche et à la superstition. D'ailleurs, il va laisser à Condé la comparaison avec Alexandre. Et à l'époque, La Fontaine écrit donc une comparaison d'Alexandre de César et de Monsieur le Prince, bon, c'est qui il parle. Il a poursuivi aussi, enfin voilà, il fait une oraison funèbre pour le Grand Condé justement, et le met en parallèle avec Alexandre. Donc je parlais de Monsieur le Prince et de La Fontaine, c'était en rapport à Condé, je n'ai pas été clair. Alors voyons un peu aussi comment Colbert voyait la chose, parce que voilà, on imagine Alexandre a la réputation d'avoir ouvert le commerce. Donc dans son histoire du commerce, donc est remise à Colbert, il y a donc un érudit, un philosophe, qui s'appelle Pierre-Daniel Huet, qui fait voilà l'éloge d'Alexandre comme un bienfaiteur, car il aurait, j'ouvre les guillemets, permis une grande révolution dans les affaires du commerce. On peut mettre une majuscule à commerce, parce que ça désigne pas seulement les échanges économiques ou intellectuels, voilà, c'est vraiment les relations entre les États et même les personnes. Et donc cet ouvrage donc de cet érudit là, Huet, est traduit donc dans la plupart des langues européennes, et c'est un grand succès au siècle des Lumières. Et donc ça va inspirer Colbert directement. Et donc cette idée de grande révolution, on va dire des rapports humains entre États, voilà, elle va être reprise plus tard, on verra, donc par Montesquieu et Voltaire. Euh, alors, à l'époque moderne, voyons aussi tout de même dans ce qui a été l'Empire byzantin, donc sous l'occupation ottomane. Donc Alexandre c'est encore de référence pour les érudits et les théologiens. Et il y a des patriarches d'Alexandrie qui prédisent voilà l'arrivée d'un libérateur, à l'image d'Alexandre, on va dire qui s'est vengé entre guillemets des Perses. Et donc il y a des textes qui circulent parmi les Grecs de la diaspora et qui présentent voilà Alexandre comme celui qui va délivrer les Grecs de la tyrannie. Et il est comparé d'ailleurs à l'époque aussi à Pierre le Grand, donc pour avoir mené donc
l'unification d'un État, donc à la fin du XVIIe, donc on est en Russie. Alors voyons maintenant au temps des Lumières. Donc c'est d'abord Montesquieu qui va beaucoup s'intéresser à la figure d'Alexandre. Selon lui, voilà, c'est dans l'esprit des lois, hein, c'est celui qui met fin au despotisme asiatique, les guillemets. Et voilà, il considère que l'œuvre du conquérant a changé le monde en ouvrant le commerce entre l'Europe et l'Asie. Donc, il reprend les théories de Pierre-Daniel Huet, hein, sur la révolution du commerce. Donc, pour Montesquieu, certes, les conquêtes sont violentes, hein, mais elles ont ouvert une période de prospérité. Et dans les pensées, hein, il considère la fondation d'Alexandrie comme le plus grand projet qu'il ait conçu. Simplement un héros combattant, c'est aussi un créateur d'un monde pacifié par le commerce, hein, par l'ouverture des routes commerciales, et des populations qui étaient jusque-là en marge, tout intégrées dans le genre humain. Bon, voilà pour Montesquieu. Alors, Voltaire reprend en partie cette manière de voir Alexandre chez Montesquieu, même s'il est assez critique envers lui par ailleurs. Et voilà, pour lui, il parle même du siècle d'Alexandre, hein, comme on parlait du siècle de Périclès, et il dit voilà que c'était un des 4 sommets de l'histoire du monde. Et il insiste sur la destruction de la menace que représentaient les Perses, l'expansion de l'hellénisme par la fondation de cités, de colonies, et voilà, il aurait montré autant de génie que de valeur. Alors, ça va se retrouver cette tradition aussi beaucoup chez les Britanniques, notamment dans le contexte de la Compagnie britannique des Indes orientales, donc des philosophes écossais, notamment William Robertson, donc qui est voilà chef de l'Église, on va dire d'Écosse, l'Église presbytérienne, et voilà, il estime que les Britanniques doivent s'inspirer d'Alexandre parce qu'il associe non seulement conquête militaire, mais aussi évidemment échanges commerciaux et diffusion de la civilisation européenne. Donc évidemment, ça préfigurera l'empire colonial britannique. Euh, et voilà, en général, à la fin du XVIIIe, donc fin de l'époque des Lumières, la lecture donc positive des conquêtes d'Alexandre est renforcée donc par le déclin patent donc de l'homme malade de l'Europe bientôt, hein, l'empire turc, et l'empire perse bien sûr. Et voilà, voir aussi 18e, début 19e en Grèce, donc en pleine renaissance culturelle, puis patriotisme évidemment, hein, il se réclame volontiers du roi de Macédoine. Alors, faut voir aussi qu'il y a quand même des auteurs qui dénoncent l'impérialisme européen à l'époque, notamment Charles Rollin, un abbé aussi, l'abbé de Mably, et même Diderot aussi, hein, dans l'histoire des deux Indes, hein, qui critique cet impérialisme prédateur. Donc voilà, au 18e, voilà, la figure d'Alexandre sert de modèle, hein, plus que repoussoir d'ailleurs, hein, dans une Europe qui accélère ses politiques impérialistes. Donc voilà, il est vu comme incarnation de l'Occident dynamique, par opposition à l'Orient immobile, hein, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Drusen, et ça s'inspire dans une pensée coloniale globale qu'on verra à l'époque contemporaine. Donc on peut dire que finalement, on peut toujours poser la question, le débat ouvert, mais voilà, si Alexandre n'aurait pas initié une première mondialisation. Voilà, donc je vais m'arrêter pour l'époque contemporaine, et je vous dis à tout de suite.